Charles Oliveira bien préparé, qui vient pour gagner, voilà ce que ça donne. Et Max Holloway face à quelqu'un qui veut le lutter, voilà ce que ça donne. Chers amoureux de l'art de la bagarre, nous avons un nouveau BMF et nous avons aussi la carte des combats de la Maison Blanche avec entre autres Alex Pereira chez les poids lourds face à Cyril Gane. On discute de tout ça juste après l'intro. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue Sous Fight Minds. Bienvenue sur Fight Minds. Cet épisode est sponsorisé par Onae, parce qu'après un gros entraînement, chaque athlète mérite une bonne douche. Onae est la marque de référence pour les gars solides, savon fait à la main à Marseille, bourré d'ingrédients actifs. Toute l'équipe Fight Minds a testé, toute l'équipe Fight Minds a approuvé, toute l'équipe Fight Minds vous le recommande. Cette année, ils sortent leur gamme de parfums inspirés par leurs savons les plus commandés. À l'image de leur savon, c'est sans ingrédients douteux et très plaisant pour vos sens olfactifs et ceux de vos proches. Foncez sur notre lien en description et profitez de 10% de réduction avec notre code FIGHT10. Il ne reste que 30 petits t-shirts de notre drop OG, donc si vous voulez pas rater ça, rendez-vous sur fightminds.shop. Ok, commençons comme d'habitude, le main event. J'ai vu pas mal de gens qui n'étaient pas satisfaits du combat, je pense parce qu'il y avait une certaine attente autour de l'enjeu, de la ceinture BMF. Moi, personnellement, je ne vais pas dire que c'est pour ça que je suis satisfait, mais j'ai été content que Charles Oliveira n'ait pas été impacté par « je combats pour la BMF, il faut que je fasse la guerre à Max Holloway ». Je suis très content de l'avoir vu venir avec une stratégie qu'il a réussi à implémenter et qui a payé en plus. Ouais, effectivement. Moi, je t'avoue que je me suis bien régalé sur le combat. Effectivement, j'avais entre guillemets un peu oublié cet enjeu-là. Et donc, je peux comprendre que certains étaient déçus sur la tournure du combat. Mais clairement, tu sais, avec les nouveaux changements et puis certains combats qui m'ont déçu dernièrement sur l'aspect stratégique, là, je t'avoue que je me suis régalé, quoi. Ouais, j'avoue que le petit débat qu'on a eu avec les lutteurs ne luttent plus, c'est vrai qu'on avait fait une analyse tous les deux et on s'était rendu compte que c'était probablement pas le cas. Mais c'est vrai que dans les main events, c'est pour ça qu'on a eu ce débat et ces questions, c'est les lutteurs dans les main events ne luttent plus. Et là, on pouvait s'attendre à un Charles Oliveira qui vient travailler debout contre Max Holloway. Mais non, il est venu lutter. Je crois que dans l'analyse, j'avais fait un peu le lien avec Charles Oliveira quand il a combattu contre Tony Ferguson. Il nous avait impressionné par sa stratégie. C'est une des premières fois où on l'a vraiment vu lutter. Il a mis 3 takedowns, 1 par round, et il avait contrôlé derrière. Ici, c'est un peu la même chose. Sa lutte était vraiment impressionnante. Et puis, une fois que c'est au sol, c'était terminé. Et je pense que tu avais parlé de Demian Maia aussi dans la preview. Et dans le 5e round, ça m'a un peu fait penser à Demian Maia, tu vois. Il rate son amené au sol, il se retrouve en dessous, il vient chercher la deep half, il travaille avec patience de la deep half, il remonte avec la single leg, il le met au sol et puis il contrôle derrière. J'ai trouvé ça très, très sympa. Ouais, on en reparle. Moi, quand il l'a fait, ça m'a fait penser à... Comment il s'appelle le mec là qui fait du twerk, là, Lévy, non? Jordan Levitt. Jordan Levitt qui tire la garde pour survivre le dernier round. Au début, ça m'a fait penser à ça, tu vois. Mais on en reparlera de ce moment-là. Moi, personnellement, je t'avoue que ça, dès le début, j'ai senti qu'il y avait quelque chose où il était bien préparé, et notamment sur ses calf kicks. Oui. Donc, ça a été le premier indicateur où je vais ça va être bien ça. Je me suis dit, il arrive, il n'est pas en train de chercher à rentrer, à accrocher avec ses clinches, à mettre des genoux, des coudes. Il est arrivé sur les calf kicks qui ont très très bien touché. Donc ça sentait qu'il avait fait ses devoirs tout simplement. Hein. On en avait rapidement parlé, mais Max Holloway contre comment il s'appelle quasi tout le monde. Contre Alex Volkanovski, ça a été un des gros points forts de Alex Volkanovski, d'investir sur les low kicks. Et puis après, ses entrées en lutte. Alors, moi, ce que j'ai particulièrement aimé, on en avait parlé, il faudra qu'on redise, parce que sur les réseaux, il y en a qui me sont retombés dessus, etc. Mais ça, je m'en doutais, tu vois. Mais j'ai repris mes notes, parce que je me dis, mais attends, les gars, ils inventent des choses, c'est pas possible, tu vois. Mais moi, j'avais dit que, clairement, Oliveira, il y avait... Enfin, voilà. J'avais noté excellent striker, excellent grappleur, puissance de frappe, progression en lutte. Et c'est clair qu'il a énormément progressé en lutte. Et là, je trouve qu'il a encore passé à un autre niveau. C'est-à-dire qu'il avait ses entrées en lutte un peu en ligne droite, comme ça.
qui Mhm. fonctionnait, qui n'avait pas fonctionné les premières fois. Le premier affrontement contre Max, qui n'avait pas toujours fonctionné. Là, il est parti vraiment au body lock. Il a fait 2 premières entrées qui étaient quasi les mêmes, où il va rentrer avec euh, il va rentrer ses hanches pour soulever, et puis crochet de jambe intérieure. Ça n'a plus fonctionné à partir du 2e ou du 3e. Je crois que les 2 premiers rounds, son amenée au sol, elle est très facile. Ouais, Il n'y a pas de chaining. Et c'est à partir du et 3e où Max Holloway commence un peu plus à donner sa vie sur les défenses et ouais, il doit chaîner, quoi. et il doit chaîner, et il a en plus de la matière derrière. C'est surtout ça. On commence à voir vraiment du niveau en lutte, parce que mettre au sol sur une seule technique, tu peux questionner sur la défense, tu vois. Ouais. Mais quand tu commences à avoir de la défense qui arrive, et ce qui a été son cas, c'est-à-dire que je pense pas que Max Holloway a donné sa vie, mais il savait un petit peu ce qui risquait d'arriver, donc il replaçait ses jambes rapidement. Et là, on a vu un Oliveira qui était capable de pouvoir proposer encore d'autres amenées au sol, quoi. Ouais. Et où il est passé, ouais, il est rentré. Il y a un moment donné où il vient crocheter, jambe extérieure. Enfin, c'était vraiment très très propre, vraiment très très propre. Sa lutte, je pensais pas, comment dire ça. Tu vois, c'est dans le club où il s'entraîne, ou peut-être dans sa mentalité. Je pense qu'il fait un gros travail là-dessus. Je sais pas si c'est au club, s'il a des coachs, etc., ou si c'est lui qui le fait de lui-même, mais en tout cas, il y a une vraie dynamique de progression en lutte, quoi. Mais en fait, c'est ça qu'on veut voir des gars qui sont très très forts au sol, et on en avait déjà beaucoup parlé, notamment avec Ortega et d'autres combattants. Ils étaient plus en mode passif, genre si quelqu'un essaie de m'amener au sol, je le laisse parce que du coup j'arrive dans mon département, mais ils travaillaient pas sur leur lutte offensive, et donc ils n'arrivaient pas à exploiter la meilleure partie de leur jeu. Et donc ça, c'est clairement des progressions qu'on veut voir chez ce type de combattant, et ça fait plaisir de voir un Charles Oliveira qui est si loin dans sa carrière, qui arrive encore à vraiment progresser sur des aspects de son jeu qui améliorent son profil général de combattant. Ouais, ouais. Et alors, il y a autre chose, parce que bon, on a rapidement parlé des stats de Max Holloway, hein, qui défendait bien la lutte. Nous, on avait questionné. Moi, je me rappelle avoir questionné, notamment quand il a été testé en lutte par un McGregor blessé. McGregor l'a mis au sol relativement facilement. Ouais. Et je pense qu'il y en a un qui n'a pas beaucoup progressé là-dessus, et qui a même peut-être régressé, c'est bien Max Holloway. Et là, on a vu qu'effectivement, face à quelqu'un qui vient de lutter, qui met la main sur lui, c'est compliqué, quoi. Alors, en fait, moi, j'avais parlé de zone grise. J'avais vraiment dit Ouais, c'est ouais, une zone grise, et c'était une zone grise. j'avais fait le comparatif avec BSD contre Rufi, où on était avant le Exactement, ouais. combat, genre, il faut le tester, mais ça peut aller dans un sens comme dans l'autre. Tu vas le tester, peut-être que c'est un boulevard. Tu vas le tester, peut-être que tu vas faire face à un mur. Là, il a testé. C'était un boulevard pour BSD contre Rufi, et c'était de nouveau un boulevard pour Charles Oliveira contre Max Holloway. On peut aussi parler du sol, parce que c'est un truc dont on parle de temps en temps. Max Holloway, au sol, avait une stratégie de survie. Et donc, Oui. ça a amené à quelque chose qui bloquait un tout petit peu, dans le sens où quand tu as quelqu'un qui veut survivre plutôt que sortir, tu as moins d'ouverture pour les soumissions. Ouais, on va arriver au dernier point. Donc, on a parlé. Ah, et on aurait peut-être pu parler un petit peu du striking après, parce que effectivement, en plus, Oliveira était ouais, plutôt à l'aise, quoi. Enfin, à l'aise. Moi, je trouve Mais qu'il a pris quand même des coups, hein. Il reste ouais, quand c'est même ça. la tête dans l'axe. Les deux Et débuts enfin ouais, les débuts des 2 premiers rounds, il se fait beaucoup toucher, mais ouais, genre dans le premier round, il se fait beaucoup toucher, et puis il arrive son cadrage, ça aussi on doit en parler. ouais, ouais. Moi, en fait, quand j'ai vu le début du combat, je me suis fait la même réflexion que toi, genre low kick, ok, il est bien préparé. Puis je vois Max Holloway qui commence à dérouler son volume, je fais ouh, ça va être un beau combat. Et puis je vois Oliveira qui accepte de prendre les frappes pour pouvoir cadrer. Je fais lui, il va Ouais, lutter. Et puis à ce moment-là, il lutte, et j'ai fait ouais, là, ouais. on est dans un chouette combat, quoi. J'ai vraiment kiffé la première minute du fight. Mais effectivement, malgré qu'il prenait pas mal de coups, c'est lui qui mettait l'intensité des frappes. Ouais, ouais, il y a eu un joli début de high kick qui touche. Alors, je sais plus exactement avec quoi il touche. S'il touche avec le genou, c'est un peu de la fin de course, tu vois, mais c'était ça refroidit. Je pense que ça a bien refroidi Max Holloway. Ouais. Et ben, on va parler du grappling, hein, parce que ça a été le grand débat dans les commentaires. Sans surprise, sans surprise. Ouais, comment ça, c'est pas un grappleur d'élite? Eh, les gars, franchement, tu peux pas être, tu peux pas être bon partout, quoi. C'est un excellent striker, ça devient un excellent lutteur. Bon, voilà, ce sera pas un lutteur d'élite. On a vu ce que ça fait face à d'excellents lutteurs.
Et c'est un excellent grappleur. Donc, moi, je leur dis, grappleur d'élite, ma définition, c'est ma définition. Vous pouvez avoir une définition un peu plus large, chacun sa définition. Moi, personnellement, c'est un grappleur où je vais pas prendre de notes. Je vais dire, pourquoi il fait pas ça, tu vois? Voilà, il y a des combattants, genre un Pantoja, je vais prendre des notes, je vais dire: «Ouah, j'aurais jamais pensé à ça, mais il est incroyable», tu vois? Mhm. Tatsuro Taira, même s'il est jeune, c'est fort, tu vois? Je suis pas sûr qu'à un moment, je pourrais lui dire: «Ouais, là, c'est un peu dommage», tu vois? Là, par contre, bah, là, j'ai des questionnements. Donc, moi, c'est le genre de personnellement, c'est vraiment le type de combattant que j'apprécie. Une lutte, offensive, des contrôles, tenir ses positions, gérer son adversaire, pas prendre de risques, entre guillemets, tu vois? Finir au-dessus, pour moi, Un cas d'école. c'est bien meilleur que, être un grappleur d'élite, entre guillemets, tu vois? Tu peux être, je sais pas moi, on a parlé de Demian Maia, pour moi, c'est un grappleur d'élite, il a jamais été champion, heu, il s'en est rapproché, il a fait des belles choses, mais c'est pas un combattant MMA d'élite, voilà. Donc, Oliveira, c'est un combattant MMA d'élite. Voilà, comme ça, c'est relativement peut-être, ça va satisfaire un peu tout le monde et je vais expliquer moi pourquoi il y a des choses que je peux lui reprocher sur ce combat-là. C'est que, tu dis: «Il y avait pas d'ouverture au sol», mais parce qu'il allait chercher l'étranglement arrière uniquement, tu vois? Tout ce qu'on appelle arm in, rear naked choke, l'étranglement arrière avec un bras à l'intérieur. C'est revenu un peu à la mode ces derniers temps avec des grappleurs nouvelle Taquette, ouais. génération type, Ruotolo, Taquette et cetera, tu vois? Et c'était quand même bien ouvert parce qu'il était ici, il était là, tu vois? Il y avait quand même des Il a tenté ouvertures. au 3e round, enfin tenté, il Non! Ben non! Au non, 3e round, tenter, c'est pas il le bon mot. tente un bras Il prend tête, ouais, ouais. il se retourne, plutôt que de continuer sur son bras-tête et finir, eh ben, il préfère, s'installer dans le dos. Donc ça reste encore des chemins, de bah, c'est des choses enfin pas été reprochées, mais qui restent un petit peu «old school» entre guillemets, tu vois? Est-ce que ça lui fait prendre des points en mode, combattant MMA d'élite dans le sens où, bah, du coup, il a pas utilisé beaucoup d'énergie et ça lui a Ah permis ben de faire moi un je meilleur préfère, 5e round contre Max Holloway qu'il n'avait fait contre bien Chandler? sûr. Parce que c'est peut-être une leçon qu'il a tirée de son combat contre Chandler, c'est: «Ouais, dans le 5e, j'avais plus de jus et j'ai failli me faire terminer et Ouais, je ici, suis dans le d'accord. 5e, Moi ouais». je préfère ce type de combattant, clairement. Donc je D'accord, oui, préfère ce donc genre OK. de choses. Je pense qu'il y a certains moments où il aurait pu, soumettre, notamment avec les arm in. Sur le 5e round, tu parles de cette demi-garde, au début quand il la tire, je dis: «Ouais, il fait une Jordan Levitt, il tire, il va attendre la fin du combat». Mais il est dans une, demi-garde profonde. Arrêtez-moi si je dis des bêtises, mais une demi-garde profonde, tu gardes pas un lockdown. Tu vois le Mmh. lockdown? Ouais, bah, Le lockdown, c'est pour aller faire les élévateurs ou des trucs comme ça, pour, pouvoir rentrer à l'intérieur et sur les 2 gardes profondes, soit tu vas vraiment, en dessous chercher un renversement, aller dans le dos ou partir de l'autre côté, soit tu vas aller chercher la coyote guard, tu vois? La garde coyote pour le John Wick sweep. Donc tu OK. as ton knockdown, tu inverses ton knockdown pour tordre un peu la jambe et tu peux aller sur le renversement. Alors oui, je suis d'accord qu'il finit par, Reprendre la single, la ouais. single est remontée, C'est mais une option aussi. C'est une option de la Demian Maia l'a déjà utilisé aussi. ouais, mais Demian Maia, c'est pas de la même, mais il y a aussi de l'autre côté, moi je trouve un déplacement et un questionnement sur Max Holloway, tu vois? Là, on va devoir parler de Max Holloway aussi, ouais. Qui est avec une deep half guard et qui est pas en urgence. À quel moment, face à un bon lutteur, tu es pas en urgence, tu vois? Et donc voilà, donc c'est pour ça qu'à ce moment-là, c'est cool, c'est bien, mais pour moi, je vois pas, de se bloquer en demi-garde profonde avec un lockdown, pour moi, c'est un problème, tu vois? Je peux pas le classer, grappleur, d'élite, Avec ça, tu vois? OK. Avec ce genre de truc. Ça veut dire que je peux avoir des reproches à faire ou je peux pas des reproches, mais je pourrais après lui dire: «Bah, pourquoi tu es pas allé chercher ça?» et tu vois? Et donc c'est pour ça que je peux pas le classer dedans. Mais pour autant, je le classe clairement dans des combattants d'élite qui, font les choses. Là, pour moi, beh, c'était un régal parce qu'il a fait ses devoirs, que ce soit debout, que ce soit au sol, que ce soit dans la gestion d'énergie. Enfin voilà, et pour moi, ça a bien plus de comment De je pourrais valeur dire? que juste d'aller le mettre dans Ah, la catégorie voilà, grappleur d'élite, ouais. voilà, bien plus de valeur. Tu vois? Il se ferait rouler, il aurait mis un renversement en faisant une coyote guard.
Ouais, il aurait perdu, bon, bah voilà, ouais, c'est bien. Mais ça aurait été peut-être un grimpeur d'élite, il aurait perdu, tu vois ce que je veux Et il dire? aurait perdu son combat. Ouais. Je comprends. Voilà. Donc, gardez bien ce genre de choses en tête. Ça reste du MMA. On est toujours sur des courbes où si tu progresses dans un domaine, tu es obligé de laisser de côté un autre domaine. Mhm. C'est quasi impossible de monter tous les curseurs. Enfin, je sais même pas s'il y a déjà un combattant qui réussit à monter tous les curseurs, tu vois. Ceux qui sont en phase de, c'est Ouais, en phase d'apprentissage, mais à ce niveau-là. Ilia Topuria et Makhachev. C'est les deux noms. Et Jones, il lui manque le grappling pur, on va dire. Mais bon, au sol, il fait suffisamment de dégâts que pour estimer ça comme un très très bon Jones, grappeur ouais, aussi. Jones, moi je trouve qu'il avait plutôt au fur et à mesure perdu un petit peu en striking et augmenté en grappling, tu vois. Ouais. sa Demetrius carrière. Johnson. Hein? Je sais que t'es pas son plus grand fan, mais Mighty Mouse. Mais j'aime bien Demetrius Johnson, c'est juste que c'est un champion qui a pas eu la KT qu'il méritait, tu vois. Ouais, c'est plus ça. Ouais, Et ouais. c'est plus ça le problème. C'est clair que là, quand je regarde des combats, je suis un peu. S'il était dans une KT supérieure, ouais, clairement, je prendrais des notes, tu vois. Ou si simplement, parce que quand tu regardes l'état des flyweight maintenant, s'il était resté 4-5 ans supplémentaires à l'UFC, Ouais, voilà. ça lui a Mais en manqué. tout cas, on va parler aussi d'Holloway parce que, comme j'ai dit, moi personnellement, les combattants ou les combats qui me font vraiment kiffer, c'est quand tu sens que le gars il est arrivé, qu'il a préparé ses choses, qu'il est là pour gagner, que ce soit pas autour de l'enjeu. Moi, ça me frustre. S'il avait pas voulu lutter, qu'il avait voulu boxer et tout, ça m'aurait frustré un petit peu sur cet aspect-là parce que ça reste un sport, ça reste aussi un sport où tu peux gagner même en étant underdog, même si tout le monde te voit perdre parce que tu as été plus intelligent, tu vois. Ouais. Et parce que tu as su, avec tes compétences, trouver le chemin de victoire. Et je pense que là, on peut parler de Max Holloway qui s'est peut-être dit, ouais, vas-y, on va se taper, c'est la BMF, il va pas lutter, tu vois. Écoute, Il a moi, pas fait ses je devoirs. pense que c'est une grave erreur de penser ça. Mon ressenti, c'est première amenée au sol, parce que la première tentative réussie pour Charles Oliveira. J'ai l'impression que Holloway voulait défendre en mode économie d'énergie, ça va passer, il n'a pas une si bonne lutte. C'est l'impression que j'en ai, tu vois. Il arrive, il place ses deux underhooks, il dit c'est bon, je suis safe, et en fait, il s'est complètement coincé avec son double underhook, et puis il s'est renversé. Donc pour moi, c'était l'approche. Genre, je vais défendre trop facilement et tu peux te faire surprendre comme ça. Moi, ça m'est déjà arrivé à l'entraînement. Je vois quelqu'un, je me dis, OK, ça va aller. Et puis au final, le mec, il met plus d'énergie que moi et je me fais renverser sans que je m'y attende juste parce que j'avais pas le bon mindset. Ça devrait pas arriver dans un combat de haut niveau, mais c'est probablement ça qui est arrivé. Deuxième, il monte pas assez d'urgence non plus. Et puis moi, ce qui m'a déçu, c'est dans le troisième, tu vois qu'il met un peu plus de volonté à défendre, mais il n'y parvient pas malgré tout. Et au sol, il reste en mode survie. Alors que quand tu rentres dans le troisième et que tu as perdu clairement les deux premiers, et pour moi, il y a un argument pour un 18 dans le deuxième round. Aucun des juges ne l'a donné, mais pour moi, je donne un 18 à Charles Oliveira dans le deuxième round. Je m'attendais à avoir un Max Holloway. OK, s'il me ramène au sol, je cherche à sortir, quitte à me faire soumettre. Parce qu'à un moment, tu dois chercher à gagner. Tu vois, si tu fais que de la survie pendant 5 rounds, tu perds. Autant te donner une chance de gagner. Et je ne l'ai pas vu chercher quoi que ce soit à sortir du sol. Donc, j'ai été fort déçu par... Là, ça va au-delà des compétences techniques, c'est plus sur les choix stratégiques qui étaient mauvais. Ouais. Bah écoute, Tu parles de prendre des notes, tu vois, Max Holloway, dans le deuxième, clairement, il y a plein de moments où tu as le body triangle, il y a le crochetage de la jambe de Charles Oliveira, il n'y a pas un moment où je vois Max Holloway enlever le crochetage alors qu'il avait plein d'opportunités de le faire. Puis quand le lock est que tu es seul, on voit un moment Max Holloway qui utilise son pied droit pour mettre son pied sur le pied gauche de Charles Oliveira, mais il sort pas sa jambe derrière, il est perdu, quoi. Ouais. Bah écoute, on en avait parlé, hein, on savait que si le combat allait au sol, moi, il y avait pas un monde où Max allait concurrencer Charles, tu vois. Donc je pense que stratégiquement, c'était avant que ça se passait, tu vois. Bien sûr, mais bon, on l'avait dit, si ça se passe debout, si les deux gars ils doivent faire un combat de kickboxing, personnellement, je vois Max, si c'est un combat de grappling, il y a pas un monde où je vois pas Oliveira l'emporter, tu vois. Ouais, c'est ça. Debout, c'était 60-40 Max et au sol, c'était 99-1 Charles Oliveira. Voilà. Mais ce qui m'a posé... C'est juste... C'est le début. Voilà. Moi, c'est le début. J'en avais parlé et je pense que c'était la meilleure stratégie. Leur premier affrontement, il l'a fait en gaucher. Et il est arrivé en droitier. Il a pris ses calf kicks, il a pas voulu changer de garde et il fait comment dire ça ?
En gros, quand tu arrives en gaucher face à un lutteur de type Oliveira, donc Max Holloway, il arrive en gaucher, et quand Oliveira avance, il change de garde et il évacue sur sa droite. Ok. C'est ce qui lui a permis d'éviter le premier takedown. Et c'est là où s'était blessé Oliveira. Là, il arrive en droitier et il continue à faire ses changements. Et il s'est pris d'ailleurs une bonne droite par tout pour rien sur ce changement-là en sortant. Hein. Ouais. Tu vois, tu te rappelles, hein. Il est ici, il veut sortir sur la gauche et il se retrouve avec le bras arrière de Oliveira. Donc quand il veut fermer, ce bras arrière ferme la porte, tu vois, quand il essaie d'évacuer. Et donc il se retrouve coincé. Donc il y a le cadrage aussi. Et ça, c'est un truc pour moi, c'est aussi une erreur. Il avait déjà la bonne solution au premier affrontement et il vient en droitier sur ce combat-là, alors qu'il sait boxer en gaucher, tu vois. Donc moi, dès le départ, et j'en avais parlé, j'espérais le voir passer en gaucher. Ça faisait partie, la semaine dernière, où j'avais dit que ça serait bien dans le game plan, ça faisait partie de mes attentes aussi. Est-ce qu'il va commencer en gaucher? Et je pense que c'était stratégiquement la meilleure solution pour éviter le clinch, pour éviter la lutte, pour pouvoir travailler les frappes au corps, parce qu'il avait beaucoup investi sur les bras gauche au corps, tu vois, les directs au corps, ses déplacements, voilà. Donc moi je pense qu'il a pas fait ses devoirs, et oui, et puis son sol, je suis pas sûr qu'il s'entraîne, je sais pas du tout. Ses compétences de survie, ça va. Honnêtement, Oui. je crois qu'il y en a pas mal qui auraient tapé dans le premier round ou dans le deuxième. Enfin, tapé, je veux pas dire je veux dire qu'il y aurait eu certains détails qui auraient manqué à certains combattants, qui auraient amené Charles Oliveira à obtenir l'étranglement arrière dans le premier ou deuxième round. Mais ouais, moi, voilà, les skills de survie étaient là, mais les skills de sortie n'étaient pas là. C'est l'impression que j'avais. Oui, tu vois. exactement. Il arrivait à survivre, mais il n'y a pas un moment où il a été capable de réellement se retourner avec un Charles Oliveira dans son dos ou recomposer une demi-garde, enfin les classiques. Quoi. Et j'ai l'impression qu'il ne les tentait même pas. Alors, est-ce qu'il ne les tentait pas parce qu'il était en mode juste, il faut que je survive, et si j'essaye de sortir, peut-être que ça lui donne une meilleure ouverture, ou bien parce qu'il ne savait pas. Peut-être, ouais. Moi, je suis assez d'avis sur cet aspect-là, que peut-être qu'à un moment, il n'a pas tant bossé son sol. Ouais, peut-être. Bref, voilà. Charles Oliveira, nouveau BMF. Je crois que son prochain combat devrait être pour la ceinture entre le vainqueur de Ilia Topuria et Gaethje, dont on parlera tout à l'heure. Ah ouais, ça fait pas nos affaires, ça. Mais ça fait pas spécialement des affaires, non. Ou alors il y a un rematch avec Arman Tsarukyan en attendant, ça peut être une option aussi. Ils sont finis sur split. Ah, ça serait en 3 bien, ouais. Tu fais une revanche sur 5. Moi, ça, c'est ce qui m'intéresse le plus. Ça, c'est ce qui m'intéresse le plus. Et Max Holloway contre BSD. Ça m'intéresse énormément. Ouais. Le blueprint est là. C'est une opportunité. Ah oui, encore écoute, c'est pour ça que ça m'intéresse un peu moins. Moi, pour BSD, je préférais la BMF, tu vois. Ah, BSD contre Charles Oliveira. Ah bah ouais. Ouais. Là, il y a un vrai challenge sportif des deux côtés, je trouve, en plus. BSD gaucher. Tu voulais que Max Holloway soit gaucher contre Charles Oliveira, donc ouais. Ouais, tu vois, ce genre de choses, ça m'intéresse bien. Est-ce que Charles Oliveira va lutter? Je suis pas sûr que ce soit aussi facile, tu vois, Et en même temps, Charles Benoît, Oliveira va lutter, non? Parce que quand tu vois ce que Moïcano a fait à BSD, tu vois, c'est un peu le chemin de victoire que tu as envie de prendre en tant que Charles Oliveira. Ouais, mais c'est le combat qui m'intéresse peut-être le plus, tu vois. Parce qu'il y a potentiellement un blueprint avec Moïcano, tu vois. Mais est-ce que ça va être possible de reproduire ce qu'a fait Moïcano? Est-ce que Benoît est resté à... Je suis pas sûr, tu vois. Ah oui, mais en tant que, enfin, tu vois, si tu analyses en tant que camp de Charles Oliveira, c'est ta stratégie A, c'est ça. Ouais, et après, peut-être que tu te retrouves face à un mur et tu te dis, ok, je dois adapter, je dois taper BSD debout. Et peut-être que... Ouais. Ah putain. Personnellement, ça serait le combat qui m'intéresserait le plus. Max, je pense qu'il est enfin voilà, on va tous se dire, hein, ça va être le même scénario, et je pense que Max, il aura pas le temps de pouvoir se modifier ce genre de choses. Ouais. Je te verrais bien affronter un grappleur un peu en dessous dans la catégorie, enfin en dessous. Mateusz Gamrot.
Ouais, voilà, exactement. Un Mateusz Gamrot m'intéresserait beaucoup plus. Et puis, s'il passe Mateusz, Mateusz, il combat contre. C'est qui? Il combat contre un gars hors top 15. ouais, ouais, ouais. Mais bon, si Mateusz gagne son prochain, ouais, contre Max, ça pourrait faire sens. Sinon, tu fais un truc pour le public, hein. Holloway contre Hooker. Non? Holloway contre Hooker. Ça va se taper Non. debout, quoi. Ah, Max. Ah ouais, excuse-moi. Max Holloway contre. contre Dan Hooker. Ouais. Moi, j'aime bien. Ouais, mais. J'aime bien sur papier. Je sais pas. Au niveau du matchmaking, je pense que là, le blueprint qu'il a montré, je pense qu'il doit prendre un grappleur sur le prochain combat, qui doit se remettre dedans, tu vois, parce que là, sinon, ça va être compliqué pour la suite de sa carrière. Dans le top 5, Ouais, bah, faut ça voir va les être objectifs qui se fixent, tu vois. Oui, c'est Parce vrai, c'est que vrai. là, il a perdu contre Topuria chez les featherweight, il vient de perdre contre Charles Oliveira. Est-ce qu'il a envie de refaire un title run ou de se mettre dans la catégorie, comme de nombreux combattants font? C'est OK, j'ai une carrière incroyable, j'ai déjà été champion. Maintenant, je commence à m'écarter de cette ceinture, donnez-moi des combats fun, tu vois. Ouais. Mais je pense pas du tout qu'ils vont faire le Charles Oliveira contre le vainqueur pour la ceinture, tu vois. En fait, dans un monde idéal, tu as Topuria qui gagne contre Gaethje, qui a ce combat qu'on attend tous contre Makhachev. Et donc, en attendant, c'est un Ah, peu le bordel, non? non, je pense qu'Arman a dit avant de se battre, bien évidemment, que c'était prévu qu'il combatte pour la ceinture en septembre. Arman? Octobre. Ouais, Tsarukyan? ouais. Ah, il a parlé de ça dans une interview. Donc, en gros, ce que je pense qu'il va faire, c'est qu'il va prendre un combat de chauffe, tu vois, au mois de juin. Mais il y a la ceinture au mois de juin. Puis après, Topuria ou Justin Gaethje défend sa ceinture en septembre-octobre contre Arman. Et donc, dans ce cas-là, ça fait nos affaires. On a un Charles Oliveira contre Benoît Saint-Denis sur la BMF. Ça ferait nos affaires, mais j'ai du mal à croire que Tsarukyan prenne un title shot. Ah, moi, je suis sûr. Ouais? Ah, bah oui. Comme je te l'ai dit, la théorie que l'UFC en a rien à faire, entre guillemets, qui se battent ailleurs, tu vois, ou ils vont juste mettre des garde-fous, c'est tout. Ils vont mettre des garde-fous. En tout cas, personnellement, j'ai une organisation, j'ai un combattant qui sait pas se tenir, bah, je lui mets des babysitters autour, tu vois. Par contre, tu sais que Ilia Topuria, en cas de victoire, il va demander Charles Oliveira pour la double ceinture, parce que Ilia Topuria, il veut cette ceinture BMF aussi, tu vois. Il en avait parlé quand il avait affronté Max Holloway, tu vois. Il voulait que les deux soient en jeu. Ouais, mais je pense que l'UFC doit bien commencer à plus trop écouter ses combattants, tu vois. C'est clair. Bah, de toute façon, là, Ils vont je pas le pense que faire. d'un point de vue business, c'est pas dans l'intérêt de Non, l'UFC d'avoir un du gars qui a tout. les deux ceintures. Pas Bien du sûr. tout. Du tout. Et vu les difficultés qu'ils ont eues, parce qu'on avait fait un débat là-dessus, mais clairement, pour moi, c'est le contexte qui a fait que les cartes n'étaient pas folles en début d'année. Je pense que là, ils en ont ras la casquette des superstars, tu vois. Ah À part oui. Pereira, bien évidemment, tu vois. À part lui, ouais. Mais là, je pense qu'ils se disent, c'est bon, ils sont en train de tous vouloir une deuxième ceinture, une casse à tête pour monter de KT, lui, il veut pas ci, machin, etc. Lui, il veut 30 millions. Ça suffit, quoi. Je pense que il y a plein de choses qu'ils vont pas accepter. Je pense que Ilia, ça va pas être il a déjà accepté de laisser sa ceinture pour monter, tu vois. Donc ça reste quand même un gars qui, voilà, un compagnie-man. C'est-à-dire que il sait que le business, qu'il faut être capable d'entendre ce genre de choses. Donc moi, je le vois défendre contre Arman. J'espère. Ouais, j'espère aussi. Septembre-octobre, ça me semble peut-être rapproché, tu vois. C'est rare les combattants avec une ceinture qui sont si actifs, mais on peut l'espérer. On peut l'espérer. Ok. Comme main event, on avait Caio Borralho contre Renier de Rieder. L'objectif de ce combat, c'était d'avoir le vainqueur qui nous convainc de bousculer le top 5 par la suite. Quelle est ta position là-dessus? Bah écoute, comme je l'avais dit, moi, Caio, j'avais revu son combat contre Imavov. J'avais été déçu un petit peu, entre guillemets, hein. J'étais dans le public par la prestation de Caio, je l'avais trouvé un peu inexistant. Et c'est vrai que quand j'avais regardé le combat, j'avais trouvé qu'il avait quand même... que c'était bien, qu'il était là, qu'il cherchait des chemins de victoire. Et j'ai bien aimé sa prestation. J'ai trouvé qu'il avait des beaux comptes, tu vois, les pull counters, etc., qu'il travaillait bien, qu'il était concentré, qu'il a bien défendu la lutte. Enfin, franchement, il a fait un bon combat. Et de l'autre côté, bah, Renier, je pense qu'il a montré un petit peu ses limites, hein, clairement, tu vois. Ouais.
il a montré des limites, il a montré, je trouve aussi des limites en lutte. J'ai ouais, des choses qui je me suis posé des questions, tu vois. Trop combattu sur le pied arrière pour, tu vois, quand tu affrontes Caio, tu dois le mettre lui sur son pied Bah arrière, je ouais, trouve. ouais. Et là, c'était. Et puis quand il met la main sur lui, tu vois, de remettre au sol, c'était compliqué. J'en peux plus, moi, des combattants qui tiennent le dos et qui mettent des coups de genoux dans les cuisses, quoi. Les gars, je sais pas. Et il Ça y a va un chemin de pas. mise au sol, quoi. Ouais. Il y a bah, souvent, en gros, tu dois enlever l'appui de la cage, tu vois. Tu as un gars qui est en train de mettre sa tête à la cage, tu vois, et il se tient un peu avec la cage et tout, bah, tu le tires et tu vas au centre. C'est un judoka, Reinier de Rieder. Pourquoi il commence à lutter à la cage, tu vois? Tire le type au centre et puis mets-le au sol, c'est là où tu es le meilleur. Donc ça, j'étais un peu déçu de ses choix de lutte. Peut-être qu'il s'entraîne un petit peu trop, en lutte au mur, à la salle, parce qu'ils ont une belle salle, ils ont Ouais. un mur et tout, mais peut-être que, bah, il faut revenir dans ses bases. Et souvent, ces takedowns, c'est quand il sort du mur, tu vois? Quand il sort de la cage, qu'il a ses meilleures projections, tu vois? Ouais, c'est clair. Bah, écoute, moi, j'avais mes réserves hein, sur Régnier, je l'aime beaucoup, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse une si belle ascension, honnêtement. J'avais pronostiqué clairement contre lui, contre Whittaker, tu vois. Mmh. Et le fait qu'il batte Whittaker, ça m'a remis en question sur mes capacités d'analyse. Et puis au final, là, je trouve qu'il est plus dans ce que je pensais de lui. Ouais. Donc ça reste, on a bien vendu et je pense que c'est réel. Son judo, son sol, c'est incroyable. Mmh. Son striking, il est bizarroïde, mais il est pas, enfin, c'est pas un striker du tout. On va pas le catégoriser, même dans les Non? excellents strikers, il n'y est pas. Et donc voilà, sa place dans la catégorie, c'est aux alentours de la 8e et 10e place. Et je pense que la suite de sa carrière, ça va être de naviguer dans ces alentours-là, un peu gatekeeper top 8, puis plus tard top 10, etc. Ouais, exactement, exactement. Et Caio, ouais, je trouve qu'il fait un bon combat par rapport au profil adverse. Tu vois, Mmh. il gère bien le combat et il a trouvé son chemin de victoire et il est resté dedans. Est-ce que ça me fait changer d'avis sur sa capacité à vraiment s'installer dans le top 5 et à devenir un challenger au titre? Pas encore. Je crois que lui, on est plus sur le en fait, là, c'est un combat gatekeeper top 5 contre gatekeeper top 8-10. Donc, c'est le résultat attendu. Ouais. Bah, ouais, écoute, je suis assez d'accord là-dessus. Mmh mh. Ouais. Pour la C'était pas suite, un combat incroyable, quoi, clairement, hein. ouais, Mais, ouais. Voilà, ça mais méritait voilà. une petite analyse quand même. Oui. Pour le reste de la carte, on a eu 2 beaux KO sur la carte, principale. Je pense que le KO de Dober, les images sont belles et choquent. Il y a eu un petit truc là avec les codes de Paris où, ça s'est écarté juste avant le combat et il y a certains sites qui ont empêché les gens de continuer à parier sur le Ah combat. oui, Ouais, j'ai un entendu peu à parler de la ça. Yadir Delval, un peu, la même histoire. Bon là, le KO, il est pas fake du tout pour la peine. Il prend vraiment le KO. Donc voilà, Drew Dober qui fait de nouveau un petit highlight. Rodriguez qui met un beau KO aussi. Là, walk-off, magnifique. Et il faut qu'on revienne sur Raoul Rosas. Ouais, 16 ouais, ouais. takedowns réussis sur 18. Alors ça veut dire 2 Sur choses. combien? Sur 18. Il en rate que 2. Attends, 7 sur 16 ah, réussis. 16! J'ai 16 compris réussis 7 sur sur 18, 18. j'ai dit: comment ça? Ouais. 16 sur 18? Hem, Écoute, moi, d'un côté, j'étais super content, de Raoul Rosas. Pour moi, c'est un des me je vais pas dire un des meilleurs combats, mais qui m'a régalé exactement comme le combat principal. On en avait parlé, les cotes de Paris, bah, elles étaient assez écartées, mais ça restait pour moi assez questionnant, tu vois? Il fallait que Raoul Rosas arrive bien préparé et en face, on s'attendait à ce que Rob Font soit bien préparé et je pense qu'il était bien préparé. ouais, Mais je il a pas su s'exprimer correctement. non, je pense qu'il le game plan, là, c'était des mauvais choix, moi, par contre. Mmh. Je mmh, alors je vais m'expliquer. Donc Rob Font, il est arrivé très, très bas sur ses appuis, a changé de garde et cetera et je pense qu'il était assez méfiant de la lutte et ça fait partie un petit peu des stratégies de se dire: «Ah, je vais descendre bas sur mes appuis pour pas me faire lutter», tu vois? Et pour moi, c'est une «erreur» entre guillemets. C'est une erreur parce que, bah, les lutteurs, de formation, bah, ils sont pas sur les appuis. Oui. Ils sont capables de mettre la main au sol. Au contraire, quand tu es bas sur les appuis, tu es beaucoup plus lourd sur tes appuis, c'est beaucoup plus facile de viser la jambe et de te mettre au sol. Mmh. C'était peut-être
un conseil qui existait il y a 20 ans, Avant mais ça ne l'est 2010, plus. ouais. Au contraire, il faut plutôt être léger sur ses appuis. Et quand l'adversaire arrive pour saisir ta jambe, tu sors par le haut, tu vois. Ouais. Tu pars sur le limp leg qu'on appelle, tu vois. Ouais, si c'est une single, tu sors par le haut. Si c'est un double, t'as le sprawl gratuit en fait. Quand t'es Bah, haut soit sur tes appuis. oui, t'as le Ouais. sprawl, ou alors pareil, tu t'assois et puis tu sors tes jambes par le haut et tu t'enfuis, tu vois, tu te projettes légèrement vers l'arrière, tu vois. Donc au contraire, mais ça même en lutte, j'ai envie de te dire, sur quelqu'un qui a tendance à aller attaquer les chevilles ou ce qu'on appelle low single leg, c'est souvent plutôt intéressant d'être relativement haut sur les appuis. Ouais. Tu peux tout simplement lever le pied ou alors attaquer de toi-même les chevilles. Donc tu restes haut sur les appuis et c'est plutôt déconseillé sur quelqu'un qui est haut sur les appuis d'attaquer bas, quoi. Bas, ouais. Et je pense que ça a un peu tué son jeu. Donc il s'est pas exprimé parce que il était un peu recroquevillé, tu vois. Et par contre, de l'autre côté, moi, Raul Rosas, j'ai vraiment apprécié la patience qu'il a mis. Et ça, ça fait déjà pas mal de fois qu'on parle de ça. Et je pense que le combat, pour moi, qui est de référence, c'est Makhachev contre De La Maddalena, où il va attendre quasi 1 minute, où il va boxer. Et une fois que l'adversaire se dit, oh, mais en fait, il va pas me lutter, je vais boxer avec lui, c'est là où il shoot. Et pour moi, Raul Rosas, ça fait ça, tu vois. Alors, j'ai pas pris le timeline sur le premier et deuxième, mais sur le troisième, c'est 1 minute. Pile Et pour poil. un single leg. Ouais. Mais je pense que sur le premier, c'est relativement long. On dit, en fait, il va pas lutter le type, tu vois. Ouais. Et puis, il shoot et il obtient. Mais c'est pas trop long. Il laisse Mais pas c'est le pas temps trop de long. l'autre, à l'autre de se faire mettre KO, quoi. Voilà, c'est pas un second choix. C'est pas le plan B. Le plan A, c'est je boxe, je fais semblant que je vais boxer, je vais faire semblant que, en fait, j'ai prévu Oui, c'est ça, c'est pas de un rester round, quoi. Parce debout. qu'il y en a qui vont partir comme ça. J'investis le premier round pour faire croire que, et c'est à partir du deuxième où je le surprends. Non, tu dois viser à prendre tous les rounds. Et voilà. Et alors, sur les trucs, on voyait quand même que Rob Font, il s'entraîne où maintenant? Il est pas au Canada? On en avait parlé il y a pas longtemps en plus. On sait pas tout retenir, hein. À la Il base, est c'est pas chez Zahabi Boston. maintenant? Attends, sur Tapology, ça ne le dit pas. Donc, je vais aller sur son Instagram. Il n'y a pas beaucoup de photos de lui avec un coach. Mais dans tous les cas, je pense qu'il était bien préparé. C'est-à-dire que une fois au sol, il y avait Oui. des... Tristar. Ah, il est ça, hein. Donc, bas sur les appuis, une fois au sol, il tente des choses, mais il fait des erreurs. Il y a un moment, il fait un grand b-roll, alors que que Raul Rosas, c'est sur un bodylock très serré, donc ça fonctionne pas. Normalement, tu pars sur le Fatman, tu vois, le Fatman roll, tu vois. Donc, Celui de quelqu'un Kelvin qui tient Gastelum. fort, hein. Celui de Kelvin Gastelum. Voilà, c'est quelqu'un qui tient fort au niveau du ventre, tu attrapes son poignet et tu fais ton Fatman roll et tu le renverses. Il cherche donc un grand b-roll quand il faut pas le faire. En lutte, à un moment... Non, en grappling, il va chercher l'omoplata, tu vois, ce genre de choses. Tu sens qu'il s'est préparé, mais tu sens que c'est pas ancré. Et d'ailleurs, on le voit directement, c'est qu'à un moment donné, il sprawl, il prend le dos, et là, on a un Raul Rosas qui est formé à ça, qui va d'abord chercher premier renversement avec le... Comment ça s'appelle elbow cartwheel, tu vois, tu fais tu mets sur le coude, tu vas attraper la jambe et tu vas pour faire ta roulade dessus. Il se fait contrer directement, il part sur le Fatman, tu vois. Et donc, le renversement, il est consommé en 10-15 secondes, quoi. Et tu sens que c'est ancré. C'est ancré. C'était pas prévu. Je pense pas qu'il s'est dit, tiens, je vais travailler mes défenses de contrôle de lutte, mais voilà. Non, ça fait partie de son arsenal naturel. Ouais, c'est presque instinctif. Ouais. Enfin, voilà. Donc, ah oui, il a même cherché, pour te dire, refond, je trouvais que c'était... il est sur une Kimura à un moment, il veut chercher un renversement, mais il reste en demi-garde, tu vois. Donc, il se coince tout seul, je sais quoi. que tu détestes. Ah là 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 là. Ah, ça me fatigue quand je vois ça. Je sais que ça te fatigue, ça. Tu peux pas renverser un type s'il est dans tes jambes, tu vois. Donc, voilà. Par contre, très, très, très content de Raul Rosas. Moi, j'avais des doutes. Enfin, des doutes. Forcément, il est jeune, 21 ans, quoi. Ça, c'est... Par contre, c'est vraiment un truc où... Je pense qu'il a voulu monter un petit peu trop vite, à vouloir battre des records, et... Ouais. Tu veux dire qu'il a 21 ans? Non. 23, non. Il doit être à 23, là, maintenant. Parce que je pense que son objectif, c'était d'être plus jeune que
Le truc que John Jones en tant que champion et que maintenant c'est déjà passé à... Ah non, 20... non, t'as raison, 21. 21. Ah oui, mais c'est passé, hein. C'est pour ça qu'il il Ah en non, parle j'ai plus. confondu avec Joshua Van, pardon. Joshua Van avait ce même objectif et C'est il a pour passé ça qu'il sa en date. parle plus. Je pense qu'il l'a passé, non? Ouais, Joshua Van, il en parle plus parce qu'il est champion maintenant, mais c'est quelques Raúl mois Rosas. après. Et Raúl Rosas... Non, parce que John Jones, c'était 23 ans. Ah, fin bah, de écoute. 23 ans. Écoute, là, il a fait un sacré bond, hein. Mais il y a encore de la marge de progression, quoi. Ouais, il y a encore de la marge de progression. Tu te rappelles, hein, quand on a fait la preview, moi je parlais de Raúl Rosas en le comparant plus à des Chase Hooper pour l'ère moderne et à des Charles Oliveira et Max Holloway pour l'ère ancienne. C'est Ouais, oui, je suis arrivé très d'accord. tôt, beaucoup de potentiel, pas encore le jeu pour faire une ascension à la John Jones, parce que c'est l'autre point de comparaison. C'est un jeune qui avait et le potentiel et le niveau pour directement aller vers le titre. Mais Ouais, mais là, voilà. il a fait les ajustements, hein. Ouais, donc Je pense que c'est de sa bon augure. défaite C'est de bon augure. et sa dernière victoire, qui n'était pas si convaincante que ça, il a modifié beaucoup de choses. Et là, il fait un gros bond, hein. Il rentre dans le top 10, non, j'imagine? Rob Font, il était combien? Rob Font, attends, j'ai ici. Rob Font, il était 13, donc non, il va prendre la 13e place à coup sûr. À mon avis, il dépasse Vinicius Oliveira, donc il sera 12. Il va pas dépasser Peyton Talbot, donc il va être 12 derrière Peyton Talbot. Ah, ça, c'est un combat qui m'intéresse bien, Ah. ça. Ah ouais, j'avoue. franchement. Oh, wow. L'UFC, ils le font de temps en temps, de mettre deux prospects qui s'affrontent en Il y a eu début de Peyton carrière. Talbot contre Felipe Lima, donc Talbot a déjà fait ce genre de combat, ouais, pourquoi pas. Ah ouais. Après, peut-être que l'UFC va vouloir sortir les Marlon Vera et tout ça. Figueiredo. Tu vois, il y a un peu 2-3 noms que l'UFC va peut-être vouloir sortir du top 10. Mais c'est vrai que maintenant, le top des bantamweight, il y a pas mal de nouveaux noms. Là, il y a David Martinez qui vient de prendre sa place à la 9e place. Mario 9e Bautista place, qui quand fait même, hein. son ascension. Ouais. C'est intéressant. La bantamweight, là, il faut vraiment garder un œil dessus parce qu'elle va... Elle est déjà intéressante et ça va devenir encore plus intéressant dans les Et on va mois en parler à venir. d'ailleurs Oui. sur les annonces. Bon, écoute, avançons. Deontay Johnson, tu voulais mettre un petit mot dessus parce que c'était le comparatif avec Boris Mbarga. Ouais, bah écoute, moi j'avais parlé que c'était un combat qui m'intéressait parce que c'était sur la trajectoire de carrière, ça me faisait penser un petit peu à Boris Mbarga, sauf que Deontay Johnson a fait les Contenders et on en parle depuis quelques temps, que moi personnellement j'aimerais vraiment le voir chez les Contenders. Je trouve qu'il y a une ressemblance entre deux combattants qui ont des combats et en poids lourd et en lourd léger. Et puis l'UFC en middleweight, tu vois, en poids moyen. Et voilà, le combat, il y avait rien de particulier. Mais moi, je suis persuadé que Boris, il tape les deux, tu vois. Je suis assez persuadé de ça aussi. Donc ça doit le mettre en confiance parce que je pense que j'avais discuté avec son coach à Boris et que le truc, c'est que Boris, il est incroyable, mais il a pas... sa confiance en lui n'est pas alignée avec son niveau. Genre, il pense être moins bon que ce qu'il est vraiment. Et c'est pour ça qu'ils construisent un peu la carrière, le temps qu'ils sont en confiance. Et quand tu vois un combat comme ça, il doit prendre confiance en lui. Ah, mais il bat des mais gars il à le passe tous l'UFC. les jours. Ouais. Il y a un moment où je me suis dit, ouais, Deontay Johnson, s'il doit s'affronter, par exemple, et tout, ça serait chaud pour Boris. Mais là, franchement, enfin voilà. Après, voilà, je vais pas juger parce que là, je pense qu'il a signé peut-être un nouveau contrat, j'en sais rien. Il est au PFL. Faut mettre de côté, mais s'il y a un objectif UFC à un moment donné, je suis persuadé qu'il mettra plus d'argent à la fin de sa carrière, il fera plus d'argent à l'UFC. Ah oui, clairement. tout à fait. Maintenant, voilà, tu as ce truc de tu peux avoir le meilleur des deux mondes. Tu vois, tu fais quelques combats au PFL pour assurer tes arrières financièrement, et puis tu passes à l'UFC et tu connais une ascension qui te permet de vite monter vers des contrats onéreux. Ouais, voilà. Il peut Donc avoir ça, le c'était meilleur des vraiment deux la mondes. parenthèse. Hein. Sur le combat en lui-même, si vous l'avez pas vu, je sais pas si ça vaut vraiment le coup. Non. Mais Non. moi, c'était Ouais, vraiment mon gros intérêt, c'était de voir ce que ça donnerait en middleweight sur le même type de profil. Et ça me convainc, en tout cas, dans ce que j'espère voir à un moment donné. Le combat vaut la peine d'être vu si tu te poses la question de où peut se situer Boris à l'UFC. Et clairement, il sait prendre ces deux gars-là. Il peut prendre ces deux gars-là. J'ai fait un belgicisme. Mais au-delà de ça, n'allez pas voir le combat pour voir du beau MMA parce que ça ne faisait pas partie de cette catégorie-là. Je pense qu'il y a deux éléments qu'on doit souligner parce que j'ai vu des questions aussi par rapport à ça. Cody Garbrandt qui vomit dans la cage. Normalement, si tu ne contrôles pas tes body function, donc si tu vomis, si tu chies, tu perds par TKO.
Néanmoins, ici, on est dans un cas bizarre parce que il vomit suite à une faute. Donc, l'arbitre a décidé de continuer le combat. Ça aurait pu mener aussi à une disqualification de l'adversaire, quoi. Parce que c'est une faute qui amène à quelque chose qui est interdit, mais bref, enfin voilà, au final, T'as ils ont regardé le continué combat? en diagonale. En En diagonale. diagonale. Je t'avoue que Cody Garbrandt, la nostalgie me fait regarder, mais en soi, je suis plus. Ouais, j'ai J'ai plus regardé parce d'intérêt à qu'il le regarder. s'appelle parce qu'il s'appelle Cody et donc mon fils il voulait il voulait regarder juste parce qu'il s'appelle Cody. Ton fils s'appelle pas Cody. Garbrandt. Non, mon fils s'appelle pas Cody, mais c'est parce que Cody s'appelle Cody qui voulait regarder. Ok. Voilà. Ok. C'est en lien avec Star Wars, etc. Je sais pas quoi. Ah. Alors, je vais choquer des gens. Il J'ai était jamais pour vu lui. aucun Star À la Wars. fin, je lui ai pas dit, bah, il a perdu tous ses rounds, mais il a gagné, mon fils. Mais par contre, ouais, à la fin, je me disais, ah, c'est chaud quand même. Tu perds tous tes rounds, tu gagnes quand même parce que. Ah non, il a gagné le premier round, je pense. Ouais. Mais il y a un juge qui le voit perdre le premier round, tu vois. Et mais en même temps, c'est tout à son honneur de reprendre parce que bah, il aurait peut-être pris le dernier round s'il avait pas pris un coup dans les parties comme ça, tu vois. Aussi, ouais. Donc au final, ça se met Ouais. bien. Ça se Ouais, met ouais. bien, on va dire ça. Et puis voilà, on a Montes, on en avait parlé avant. Bah, il met un petit anaconda de nouveau. Donc le gars est sur 4 soumissions de suite à partir du headlock, dont 3 anacondas. Ouais, pas convaincu encore non plus, mais Non. ouais, il faut garder un œil sur lui. Alors parlons de la Maison Blanche. Juste avant, petit rappel, Nutrimuscle, c'est moins 10% pour l'instant, moins 15% si vous prenez au-dessus de 120 € avec notre code promo NMA_FM5. C'est plus facile si vous allez sur le lien en description et copier-coller le code qui est noté. Bon, on a l'annonce de la Maison Blanche, Brian. Ouais. Je sais pas. Bon, Topuria contre Gaethje, c'est le combat entre guillemets attendu. Les déceptions, elles datent de janvier déjà. Elles datent pas de l'annonce du combat. En janvier, on était tous déçus de voir que Gaethje et Pimblet allaient se disputer la ceinture intérim alors qu'ils étaient les 4e et 5e plus méritants pour cette ceinture. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, Justin Gaethje est le 3e plus méritant à combattre contre Topuria. Mais puisqu'il a cette ceinture intérim, parce que contexte UFC 324, c'est lui qui prend le combat. Voilà, moi, je suis juste content d'avoir un retour de Ilia Topuria. Ça signifie qu'il a mis ses affaires personnelles derrière lui, ou en tout cas que c'est en phase d'être réglé. Donc, sur le plan humain, très content pour lui. Et puis, voilà, sur le plan bagarre, ouais, on est sur un 80-20, 85-15, quoi. C'est pas... Ah ouais. Ce serait une énorme surprise que Justin Gaethje gagne. Ce serait incroyable pour sa carrière qu'il soit un champion, parce que le gars, il a accumulé 2 ceintures intérim. Ouais. Mais j'ai du mal à avoir un chemin de victoire pour l'ami Gaethje. Bah écoute, idem. Moi, je pense que pour l'UFC, c'est très très compliqué cet événement. Que ça semble. Enfin, là, on a eu des infos comme quoi il y avait un combat qui a été annulé en direct. Je sais pas si tu as vu la Ouais, vidéo. pendant la pesée. Pendant la pesée et où ils ont dû. Ils devaient annoncer aujourd'hui, tu vois, et donc ils ont dû tout rebattre les cartes. Je me pose la question sincèrement si les deux combats principaux n'ont pas été négociés dans la nuit, quoi, tu vois. Mais il y a donc le manager de Topuria qui a tweeté, genre, ça faisait longtemps que j'avais pas fait une nocturne de négociation. Ouais. Donc clairement, il faut tout prendre avec des pincettes, tu vois, tout est très hypothétique, mais est-ce qu'il était de base pas prévu sur la carte? Est-ce que c'est son combat qui a sauté? Est-ce que c'était lui contre Makhachev et que Makhachev a désisté et que c'est ça les réactions et que finalement ils prennent Gaethje? Je sais pas. Est-ce que il était supposé être co-main event et les négociations s'est passé main event avec un billet supplémentaire? Je sais pas trop. Mais clairement, le manager de Topuria a indiqué qu'il a fait une nocturne de négociation. Moi, ma théorie, ça reste la mienne. Je pense que c'était Jones contre Pereira. Je pense aussi. Que la négociation, c'était d'avoir la ceinture et pas l'intérim. Que finalement, c'était l'intérim parce que, comment il s'appelle, Aspinall a signé avec Eddie Hearn et ils ont dû dire on va vous mettre un procès ou j'en sais rien si vous le strippez de sa ceinture, tu vois. Quelque chose dans le genre, tu vois. Qu'au final, Jones a dit non, je combats pas dans ce cas-là. Donc, Topuria, j'ai du mal à croire qu'ils avaient prévu Topuria contre Justin Gaethje en main event de la Maison Blanche, de voir un Américain se faire éteindre au premier round. La probabilité est quand même relativement grande. J'ai vraiment, vraiment du mal à me dire, tiens, ils se sont dit que ce serait une bonne idée, tu vois.
Je suis Donc, d'accord. je Je suis pense qu'il a d'accord. passé la moitié de la nuit en parlant de John Jones et l'autre moitié en parlant d'Ilya, tu vois, tout simplement. Et que ça a été la dernière solution qui a été trouvée. Je pense que ça n'a pas dû négocier longtemps du côté de Fernand quand il a dû recevoir l'appel. Alors, j'aimerais bien avoir un petit peu l'inside de Fernand. Est-ce que le combat a été déjà négocié un petit peu en amont Ouais. sur Pereira, ou est-ce que il a reçu un call en pleine nuit, écoute, on te propose ça, à prendre ou à laisser, mais il faut la réponse maintenant, il a dit oui, tu vois. Mhm. Ça, on en saura peut-être plus à l'avenir. Mais en tout cas, moi, c'est Ou bien est-ce que l'UFC a fait une UFC, ils annoncent le combat et puis ils vont contacter les coachs et managers maintenant, tu Ah, vois. ce serait incroyable ça. Parce qu'on rappelle quand même que Gann a appris qu'il combattait contre Jones en étant au combat de Nassourdine contre Strickland et il a vu sa tête à côté de celle Ouais. de Jones sur les écrans, Ah, tu vois. ben Donc, voilà, je pense qu'ils n'ont même pas appelé Francis. Je pense qu'il était il était en mode avion, tu vois. Et il s'est réveillé avec, tiens, tu comprends en fait. Attends, t'as dit Francis, c'est Fernand. Fernand, excuse-moi. Beau lapsus. Parce qu'on Je sais il pas est certain revenu qu'ils un aiment petit se peu en faire actualité, comparer, tiens. Francis, c'est pour ça. Ouais, c'est Mais clair. je pense que Fernand était en mode avion, tu vois. Ouais. Ouais. Il l'a pris en même temps que nous, ça se trouve. Les rumeurs disent qu'en tout cas, Fernand dormait très très peu pendant toute une période de sa vie, donc peut-être qu'il est joignable quasi à tout moment, mais Ouais, peut-être. voilà. Mais ça sera intéressant de savoir s'il a été prévenu, si c'était un combat qui était en avance, s'il a dû accepter dans la nuit, s'il a dû accepter sur le fait accompli, j'en sais rien. Mais en tout cas, je peux comprendre un petit peu les déceptions. Ah ben à l'international, c'est clair que c'est décevant. En tant que Ouais. francophone, Gann contre Pereira, on se met bien, tu vois, pour la ceinture intérim, ça fait plaisir. Mais j'ai quand même nuancé. Gann, il est passé sans faire de mauvais jeu de mots, il est passé à 2 doigts d'être champion, unifié contre Thomas Spinal. Maintenant, il a une étape supplémentaire. Ouais. Donc même si tu le vois favori 2 fois à 60% contre Pereira et dans une revanche contre Aspinall, en probabilité, tu fais 2 fois 0,6, tu tombes à 36%. Donc au lieu d'avoir 60% de chance de devenir le champion intérim, le fait de rajouter une étape, tu passes probablement, en termes de probabilité pure, en dessous de 40%. Donc cette étape supplémentaire l'éloigne de son objectif final. J'avais pas fait tous ces calculs moi un dimanche matin. Ça Écoute, réveille, hein, ça réveille. je t'avoue que pour moi, c'est aussi un peu une déception que ce soit une ceinture intérim. Parce que de toute façon, on sait qu'une ceinture intérim, la majorité des gens ne la considèrent pas comme la ceinture officielle. Même si ça tient à un bout de papier, tu vois, à destituer un champion, et puis, tu vois, c'est pas grand-chose, quoi. Ouais. Et Et ça si Pereira gagne, est-ce qu'on le considère comme un triple champ ou pas? Ouais. C'est ça la question. Mais bon, je pense que d'office, il doit le faire parce qu'il peut très bien prendre la ceinture, l'un ou l'autre, mais en priorité Cyril, bien évidemment, et qu'après, Aspinall laisse sa ceinture vacante et en Et gros, tu ça se deviens transforme tu deviens automatiquement en ceinture officielle. Donc bon, incontesté. c'est toujours pour un point. Ça augmente les pourcentages, ça? Ouais, en gros, tu dois rajouter un Ça pourcentage. En fait, tu dois rajouter une probabilité que ton deuxième 60 se transforme en 100. Donc oui, tu gagnes certains pourcents grâce à ça. Ouais. Voilà. Et sinon, sur la carte, t'as regardé le Attends, reste? juste maintenant que Gann contre Pereira, c'est officiel, petit mot dessus, ton ressenti. Qu'est-ce que tu donnerais comme pronostat dessus? Comme ça, avant Ah qu'on analyse je vraiment. pense. Alors, je me suis rappelé que j'avais dit que je voyais pour Gann Alex comme le deuxième plus dur, compliqué. parmi les trois, ouais. C'était Ouais, Jones ouais, le plus compliqué selon toi, puis Gann, puis Aspinall. ouais. Mais tu Je avais dit reste. que Pereira était underdog dans les 3 cas. Oui, exactement. Mais je pense quand même que Cyril a vraiment. Il m'a impressionné sur sa dernière sortie. Je le vois plus sur ses. J'ai plus l'impression qu'il est sur la même dynamique, tu vois. Ouais. De faire des Twitch et des jeux vidéo, et ça va, c'est cool la vie. J'ai l'impression qu'il est en mode mission, tu vois. Et donc j'espère le voir vraiment en mode mission, le voir arriver, et puis j'aimerais vraiment que ça mette fin au light heavyweight qui monte pour montrer que la KT elle est bidon en poids lourd, tu vois. Non, oui, Oui, c'est vrai. je peux être critique Almeida, sur la catégorie des poids lourds, tu vois, mais je peux aussi à un moment espérer vouloir
et que la différence de poids elle soit effective partout. Et que là, on se dise, bah non, mais à quel moment tu t'es dit que c'était une bonne idée de monter en poids lourd, tu vois? Ouais. Moi, je pense, comme ça, en réfléchissant, je pense que on se rapproche du 65-35 pour Cyril Gane. J'ai très hâte de Hein? voir les cotes, mais si j'en établir comme ça, hein, avant d'analyser, hein, je vais peut-être revenir complètement sur ce que je dis et dire que c'est un 55-45. Mais de prime abord, comme ça, j'irai pas jusqu'à dire que c'est un 65-35, mais on Ouais. est au-dessus du 60-40 aussi. Il y a, Ça joue il y a entre les beaucoup deux pour moi. de fans de Pereira un peu agressifs dans les coms ou pas? Parce que moi, ça va dépendre. Non, Brian, on a changé nos Non, valeurs je chez Fight plaisante, je Minds. plaisante, je plaisante. On n'est plus en nice, on est plus en bienveillant, on est en real. Non, Dis ce que tu bien penses. évidemment, je vais pas me priver, mais bon. Vas-y, te prive pas. J'essaie de regarder s'il n'y a pas déjà des cotes. Parce qu'en général, ils sont au taquet, hein, les oddmakers. Ils se disent, OK, c'est bon, c'est officiel là. Je cherche, mais pourquoi quand j'enregistre, ma connexion est toujours lente? Non, il n'y a pas. Ah, attends. Si. Ouh! Moins 185 pour Gann, donc il est favori, mais moins 185, ça se traduit par quoi encore en décimale? Moins 185, 1,54. Ah, je suis dans le bon. On est entre 60 et 65% de chance pour Cyril Gane, selon Best Fight Odds. Cool, j'ai hâte de voir comment ça évolue les cotes. Cool, Ouais, cool, j'ai hâte cool. de voir comment. Ah, mais attends, parce Bon, que bah on j'ai. est dans le bon. Donc les Ouais, fans agressifs, calmez-vous. ouais, par contre, l'argent est rentré sur Pereira depuis Ouais, l'ouverture. mais c'est logique, hein. Pas de grand-chose, mais donc là, ah non, donc les cotes d'ouverture, c'était entre 60 et 65, et maintenant, on est à moins 160, donc j'imagine que ça, c'est un 60-40. 60-40, ouais. Un peu en dessous de 60-40 même. Ah ouais. Ça, Ouais, bah ça m'étonne pas que ça se resserre, hein. Ouais. Je trouve ça un peu logique. Bon, mais ça fait presque nos affaires. Ouais. En tout cas, voilà, Gane pour une ceinture. Alex Pereira qui combat chez les poids lourds. Clairement, ça fait du. Enfin, Alex Pereira qui combat en plus en poids lourd, ça fait du bruit, ça fait de la hype. Pour le côté francophone, ça fait plaisir que ce soit contre Cyril Gane. Donc nous, on y gagne beaucoup dans cette annonce. Mais voilà, la carte de la Maison Blanche en soi, on vient de discuter du main event. Clairement, enfin, ça ne peut pas être le premier choix, sinon c'est très décevant. Et donc, comme c'est la réalité, c'est relativement décevant. Pereira contre Gane, j'ai un peu regardé les commentaires internationaux, c'est pas que ça crée une hype de malade. Encore une fois, s'il y a une hype autour de ce combat, c'est plus la montée de Pereira que l'opposition. Clairement, je pense que les gens avaient une attente sur l'annonce de Pereira contre Jones. Ensuite, on a O'Malley contre Zahabi. Moi, personnellement, non. je sais pas, j'aurais préféré un O'Malley contre un Umar Nurmagomedov ou O'Malley contre contre Cory Sandhagen, tu vois. Ah, contre Cory Sandhagen, ça aurait été bien. Moi, je pense que le vainqueur repart avec le Groenland. C'est ça qui est négocié. C'est pour ça a été négocié et tout. C'est pas mal. Écoute, c'est une bonne chose pour Heyman, je pense. Oui. Il a quand même, voilà, beaucoup de victoires à la suite. C'est un gros nom. Il a des chemins de victoire. Il va être là pour l'emporter, pas pour faire le spectacle. Et de l'autre côté, je trouve que c'est un très très bon test pour Sean O'Malley. Si Sean O'Malley a encore des objectifs de ceinture, tu vois, ou d'être dans le top, il doit éteindre. Il doit passer ce type de combattant, de lutteur grappleur un petit peu. Et puis avec un style de boxe assez particulier, tu vois. Tu mets Zahabi dans la catégorie de lutteur grappleur? Tu le vois dans quoi, toi? Boxeur MMA, moi. Ah ouais? Bon, écoute, moi je trouve que en tout cas sur ce combat-là, je pense qu'il va lutter et grappler, hein. Ouais. Non? Ouais. J'espère pour lui parce que. Oui. Je pense que ça va être compliqué sinon. Takedown average de Ayman Zahabi, 0.12 par 15 minutes, avec takedown accuracy, 14%. Ah, c'est pas terrible. Mais son dernier combat, Attends. Zéro takedown sur Marlon Vera. Il le bat à la split debout. Il bat José Aldo à la décision. José Aldo, il l'a mis. Il l'a pas mis au sol. Ah bon? Il a tenté une amenée au sol. Non, c'est José Aldo qui tente une amenée au sol. Ayman Zahabi, 0 tentative sur José Aldo. Il savait que ça passerait pas. Il a battu Pedro Munoz, 0 amené. Sa dernière amenée au sol à Ayman Zahabi, c'est contre Vince Morales. C'est sa dernière défaite. Ah ouais? C'est en 2019. Il est sur 1, 2, 3, mais il finit 4, pas au-dessus 5, sur José Aldo. Il a 7 victoires consécutives.
Il a 7 victoires consécutives en mettant 0 takedown. Ah ouais, purée, pourquoi j'ai une image de lui à survivre au-dessus de. Il finit pas au-dessus de José Aldo. Bah, il prend un knockdown contre José Aldo avec le shot. Et après, il se retrouve au-dessus, mais il n'y a pas de takedown, tu vois. Ah ok, c'est pour ça, moi j'ai cette image-là. Non. Ah Non, bah écoute, boxeur non, c'est moins MMA, non, intéressant alors. Ouais, non, pour moi, c'est un O'Malley qui doit éteindre. Et si Zahabi passe ça, il aura pris Aldo, Vera, O'Malley d'affilée à Ah ouais. 36-37 ans. C'est énorme. Ce serait énorme pour Zahabi. Mais Et clairement, là, je les pense que cotes, elles vont être. C'est Ah du bah, tu sais quoi, 80-20 pour Sean O'Malley ou quoi? plus 265 pour Zahabi. Ça se traduit par quoi? Plus 265. Ouais, 75-25. Un peu plus que 75-25. 75 pour Sean O'Malley? Oui. Favori? Ah ouais, oui, j'ai peur. oui. Bah écoute, oui. Ouais. Ouais. Ouais, vous allez Ah, voir. mais donc, c'est ça le problème. Je suis persuadé qu'il va chercher à mettre au sol. Regarde, c'est ça le problème de la carte finale. Moins 600 pour Ilia Topuria, ultra favori. Bonical, moins 265. Moins 345 pour O'Malley. Moins 500 pour Rufi. Sur papier, c'est une carte où il y a beaucoup de gros underdogs, gros favoris. Diego Lopez contre Steve Garcia. Diego Lopez aussi, c'est un combat pour lui. Diego Lopez, il a moins 180. Ah, donc, on est sur un 65-35. Quoi. Mm. Ouais, en fait, tu n'as rien en dessous de... Dans le range 60-40 et plus serré, il n'y a rien à l'ouverture. Cette carte est décevante. Parce qu'après ça, donc, on doit parler du reste. On a Chandler contre Rufi. Ouais. Ok, beau premier round, d'accord. Mikal contre Dokos. C'est pour mettre en avant Bonical. Dokos a fait une belle prestation dans son retour UFC. Et Diego Lopez contre Steve Garcia. Diego Lopez, depuis qu'il a pris son short notice contre Daniguet, on lui fait des petits cadeaux, quoi. Pas que je dis que Garcia est un cadeau, mais il combat à la Maison Blanche, il a combattu à la Sphère, il a combattu pour le titre une deuxième fois alors que c'était pas spécialement mérité. Voilà, c'est... Oh purée, je savais pas qu'il était Steve Garcia, qu'il avait autant de victoires d'affilée là. Ah oui, non, Steve Garcia était quoi sur 5 KO consécutifs, puis il a encore gagné 2 combats depuis, contre Qatar et contre Onama, c'est ça? Ouais, donc il est sur 7 victoires d'affilée. 7 d'affilée maintenant, ouais, c'est ça. Ouais, il a éteint Melquizael Costa et tout. Oh. Ouais. Ah bah je vais... ça m'a motivé à regarder un petit peu ses combats. Ouais, Steve Garcia, il faut suivre, hein. Il faut le suivre. Il fait une ascension sous les radars, clairement. Et là, c'est son opportunité pour briller. En fait, ce combat-là, je pense que c'est un matchmaking intéressant dans le sens où il y a beaucoup de vues. Donc, Diego Lopez, s'il regagne, on relance sa hype parce qu'il avait clairement une hype. Et là, on commence à s'endormir dessus. Et si Steve Garcia gagne, il y a un gros narratif autour, quoi. Ça ferait une 8e victoire consécutive. Pas mal de KO au premier round. Prendre Lopez, donc ça lui permettrait de prendre un peu dans sa banque pour... être un futur contender dans cette division. Parce que cette division, il faut commencer à y réfléchir sérieusement, quoi. Volkanovski, il ne va pas rester 4 ans. Il ne va pas tenir la division si longtemps. Et il y a un petit gouffre de contender, quoi. Et Murphy et Evloev, ça ne vend pas des masses. C'est les 2 prochains. Donc, l'UFC doit essayer de revaloriser cette catégorie, parce qu'on en parle souvent. Des humains, des hommes qui pèsent environ 75 kilos, il y en a beaucoup. Donc, c'est supposé être une catégorie de poids où il y a beaucoup de gros niveaux. Et là, ça se perd un peu. Ouais, c'est vrai. Bon, bref, moi, Maison Blanche, là, c'est OK, c'est pas ouf. Ouais, je suis d'accord. Bon, on va regarder, hein, clairement. Ah oui, mais c'est pas ouf. Et s'il vous plaît, dans les commentaires, commencez pas à venir parler politique. Ici, on a parlé sport. On a juste parlé du Groenland. Ah oui, bon, OK, ça va. Vous pouvez nous tomber dessus sur le Groenland. Mais c'est pas grave, ça. C'est pas grave. Ouais. Brian, un tout grand merci. Ouais, bah toi aussi, hein, passe un bon dimanche, passez tous un bon dimanche et voilà. Et puis bah tous les fans de Charles Oliveira, bon dimanche aussi. Ouais, bonne célébration les amis. Bisous. Ciao.
Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Nous en profitons pour rappeler que nous sommes ambassadeurs des marques Nutrimuscle et Oko. Cela signifie que si tu achètes chez eux en passant par nos liens, tu aides la chaîne à se développer. Nutrimuscle a une mission claire, rendre la nutrition sportive accessible en respectant les plus hauts critères de qualité. Chaque ingrédient est sélectionné pour préserver leur pureté et chaque produit se limite au minimum d'ingrédients nécessaires. Rejoins Morgan Charrière, Benoît Saint-Denis et Fight Minds dans la team Nutrimuscle en profitant d'une réduction via notre code promo NMA_FM5. Le lien vers leur site est en description de cette vidéo. Oko produit des gourdes filtrantes éco-responsables. Le filtre Oko traite l'eau pour la purifier et la rendre saine à la consommation. Les polluants, pesticides, métaux lourds, mauvaises bactéries et autres contaminants sont efficacement filtrés. La gourde Oko a un côté ultra pratique et aussi économe. On arrive à 10 centimes le litre d'eau, voire moins, grâce à notre code promo FMOKO qui offre 10% de réduction.